Pour aborder ce sujet, intégrer pleinement l'écologie aux prises de décision stratégiques du COMEX, en conciliant people, planète et profit, je vais vous présenter nos invités. Donc, Marie-Hélène Morvan, qui est déléguée aux projets transversaux et RSE et environnement chez Air France, et qui est également la présidente de l'association Sobérisée, une association qui est née à la suite de la publication collective de ce livre que je vous ai présenté, et qui a pour but de trouver une voie pour permettre aux entreprises, y compris aux grandes entreprises, de se transformer durablement. Je vous présente également Caroline, qui est à mes côtés, Caroline Gervais, qui est directrice scientifique du MySensei Lab. Est-ce que j'ai bien prononcé? Bon, parfait. Caroline est une experte en développement durable stratégique. Elle est docteure en sciences et techniques des déchets. Et lorsque nous avons échangé, elle m'a dit qu'elle était tombée dans la marmite du développement durable en 2000, au contact de Tim Jackson, qui est l'auteur de Prospérité sans croissance. Alors aujourd'hui, Caroline accompagne les organisations, notamment en utilisant la méthode FSSD, qui est Framework for Strategic Sustainable Development, dont on nous parlera tout à l'heure, et qui permet d'intégrer totalement la démarche de transformation RSE au cœur des métiers. Ensuite, Maxime Dupont, qui est manager au cabinet Bartol depuis 2 ans, après avoir fait une carrière dans la finance et dans le gros cabinet conseil. Maxime a voulu être utile, se sentir utile, changer de braquet, parce que c'est ce que tu me disais, ne pas juste être un chiffre. Et du coup, il a trouvé un bon compromis en intégrant le cabinet Bartol, qui est un cabinet pas tout à fait comme les autres, puisque c'est un cabinet donc, qui accompagne la transformation et qui, depuis 2 ans, a la particularité d'être certifié Bicorp. Donc ce sera effectivement un sujet intéressant à aborder. Alexandra, je connais bien Alexandra, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Alexandra Servan-Roni, qui dirige le planning stratégique au sein de l'agence Jaero. L'agence Jaero fait partie du groupe Dentsu, qui est le 4e groupe de communication mondiale. C'est un groupe qui fait tous les métiers de la communication. C'est une agence extrêmement engagée, on va dire, dans le développement durable, à la fois par son positionnement et par ses collaborateurs. Je connais et donc je sais à quel point il challenge en permanence sur ces sujets, et dont la mission de cette agence, c'est de créer des idées humainement pertinentes. C'est une agence qui sait très bien raconter effectivement les hommes et les femmes qui composent les marques. Alors Alexandra, elle a une autre particularité parce que c'est vraiment une passionnée du développement durable à titre personnel, et elle a suivi l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, un programme au sein du Schumacher College, programme qui l'a profondément marqué. Donc peut-être elle pourra nous parler parce que ça a son importance par rapport à notre sujet. Patrice Henry donc, a fait toute sa carrière au sein du groupe PSA, en tant que notamment directeur délégué au développement durable, puis délégué général de la fondation PSA. Patrice Henry est également membre de l'association France Nature Environnement, très impliqué auprès de la Chambre de commerce sur les sujets de mobilité intelligente, responsable, au travers notamment de l'ARDIES, et il conseille également aujourd'hui les entreprises en matière de RSE, de mécénat et de mobilité responsable. Et puis, je termine, parce que nous sommes nombreux, par David Anselem, qui a exercé plein de métiers en fait. C'était bien, j'aime bien le profil différent. Donc, journaliste, scientifique, consultant en stratégie, consultant marketing, et qui est rentré à la BNP il y a 12 ans. Et qui finalement s'est trouvé très bien à la BNP. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant en échangeant avec David, c'est que David a constaté que, en tout cas, il a préféré être dans
grande entreprise qui est difficile à faire bouger, sur lequel on fait des petits progrès mais qui ont un très gros impact, plutôt que d'intégrer une entreprise où finalement c'est plus simple, c'est plus facile, où on fait facilement des grands progrès mais qui ont des impacts à l'échelle bien moindre. Donc ça, je trouve que c'est effectivement un débat et c'est assez intéressant. Et donc aujourd'hui, David, tu es designer dans les études à destination des COMEX, notamment, des membres du COMEX, et tu es coach d'entrepreneurs dans le cadre du programme Entrepreneur for Good, Intrapreneur, pardon, for Good, qui est le programme d'intrapreneuriat commun à la BNP, à Danone et à Engie. Voilà. Donc, pour lancer notre sujet, dont je rappelle effectivement qu'il s'intitule Intégrer pleinement l'écologie aux prises de décision du COMEX en conciliant people, profit et planète, j'ai envie de demander, par exemple à Maxime, quelle est un peu la perception que tu peux avoir aujourd'hui du niveau d'appropriation des COMEX aujourd'hui sur ces sujets, sur ces enjeux? Alors, en tant que cabinet de conseil, ce qu'on constate, c'est que l'évolution est assez forte déjà en termes de gouvernance. Une partie importante en RSE, c'est tout ce qui est gestion de la gouvernance. On voit l'évolution depuis quelques années du rattachement de la branche RSE au sein d'un COMEX. Quand avant c'était rattaché au marketing et à la communication et qu'il n'y avait pas vraiment un directeur RSE, de plus en plus aujourd'hui on voit une direction RSE plus verticale et en tout cas indépendante qui intègre des boards, des COMEX, on peut dire. C'est le cas à la Poste, c'est le cas notamment à la BNP, c'est le cas dans plusieurs grosses entreprises. Donc on voit que les enjeux RSE, on va mettre RSE dans le terme d'écologie, mais c'est plus simple en termes d'entreprise de parler de RSE. La RSE est de plus en plus intégrée à la stratégie des entreprises et on le voit aussi au niveau du régulateur avec des sujets comme la loi Pacte ou la loi économie circulaire il y a peu de temps, la notion de société à mission, les rapports extra-financiers qui sont demandés aux entreprises. On voit que tous ces éléments-là de gouvernance et en tout cas d'appui par le régulateur, une sorte de pression sur les entreprises, fait que les enjeux sont de plus en plus pris en considération dans les stratégies d'entreprise. Et nous, on le constate à tous les niveaux en tant que cabinet de conseil, puisqu'on est consulté sur tous ces sujets de gouvernance et comment intégrer ça au plus profond de la stratégie des opérations et des activités d'entreprise. Voilà. Mais est-ce que les membres des COMEX, ça je m'adresse à ceux d'entre vous qui ont cette expérience, est-ce que les membres des COMEX effectivement sont profondément engagés sur ces sujets? Est-ce qu'ils ont compris l'importance de ces sujets? La question c'est vraiment où est-ce qu'on en est concrètement en termes vraiment d'appropriation de ces sujets. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il faut le faire ou est-ce que c'est parce qu'il y a une prise de conscience très forte aussi de ces enjeux? Je pense que c'est difficile de dire que tous les membres d'un COMEX sont engagés, sensibilisés au même niveau. Mais parfois il suffit d'un qui arrive à porter la parole au sein du COMEX. C'est pour ça, par exemple, qu'il est important, effectivement, tu en témoigneras, effectivement, chez vous, c'est le cas, d'avoir le directeur RSE au sein du COMEX. Ce n'est pas toujours le cas, comme le benchmark que Maxime évoque le montre. Donc ça, c'est une première chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui porte la parole d'une manière crédible, attention, il ne faut pas que ce soit un ovni qui vienne d'ailleurs et qui vienne tout d'un coup apporter quelque chose de totalement nouveau. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit totalement crédible dans le métier et qui arrive à intégrer dans la stratégie de l'entreprise d'une manière, encore une fois, réaliste, ces nouveaux paramètres. Après, si vous avez le dirigeant lui-même de l'entreprise qui est convaincu et qui porte ça fortement en lui, bah évidemment, ça facilite énormément les choses. Je pense à des entreprises comme Danone, c'est assez évident que la voix d'Emmanuel Faber porte, évidemment, puisque c'est lui-même qui l'incarne. Je prends un exemple dans le groupe Air France KLM. Le dirigeant de KLM, lui, porte ces sujets depuis plus longtemps que les dirigeants d'Air France. Il y a maintenant une nouvelle dirigeante d'Air France, Anne Rigail, qui elle-même porte le sujet maintenant. Donc on voit un déclenchement. Quand ça vient du CEO, évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus rapide, mais ça peut venir aussi du directeur développement durable qui a une place forte dans ce COMEX. J'enchaîne parce qu'effectivement,
dans le groupe BNP Paribas, il y a eu un changement qui s'est opéré il y a quelques années, puisque la direction de l'engagement était initialement hébergée par le département communication, c'est ce que je disais tout à l'heure, et il y a quelques années, Antoine Cyr a été rappelé, puisqu'il était parti, et il a été rappelé pour revenir dans le groupe BNP Paribas pour prendre à part entière la direction de l'engagement qui a été rattachée directement au COMEX de la banque. C'est-à-dire que Antoine Cyr, aujourd'hui, directeur de l'engagement, fait partie du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Donc on est en train de parler des 10 personnes qui décident de la stratégie du groupe sur les 10-15 prochaines années. Et donc effectivement, quand on a la voix, une voix sur 10, dont l'unique mission est de promouvoir toute la stratégie RSE, eh bien ça porte. Ça c'est le premier point. Le deuxième point ensuite, c'est que globalement, alors le deuxième point, je te rejoins complètement quant à le CEO, le grand patron qui porte une vision, on va dire socialement socialement responsable, ça donne un cap, et ça c'est extrêmement important. On a eu le cas typiquement chez BNP Paribas en début de semaine où notre directeur général a dit une phrase que je trouvais extraordinaire. Il a dit que l'avenir de l'économie est une économie durable, et il ne voyait pas l'avenir différemment. Bah forcément ça fixe le cap. Alors du coup, on n'est pas forcément, parce qu'on a un problème d'échelle de temps, on n'est pas forcément sur du court terme, mais au moins sur le long terme, ça, dans une entreprise, dans un grand groupe qui est encore très pyramidal, quand le grand patron dit ça, ça découle, et du coup ça porte quand même, ça donne du poids sur certaines initiatives. Ensuite, le dernier point, et moi ça va être mon petit bémol, deux bémols. Le premier, c'est que globalement, les membres du COMEX sont j'allais dire comme nous, presque comme nous à titre individuel, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont pour la plupart convaincus, eux-mêmes ont envie d'œuvrer positivement, et quand je dis individuellement, j'ai par exemple ma patronne qui est membre du COMEX qui a refusé sa voiture de fonction pour pouvoir se déplacer dans Paris à vélo électrique. Je trouve ça c'est des bons signes, sauf que ça reste individuel. À titre de membre de COMEX, ils ont une réalité, et notamment une réalité économique, qui fait qu'ils ne peuvent pas oublier cette réalité économique, et ils doivent trouver le bon équilibre entre leurs convictions qui peuvent être personnelles, la vision qui peut être lointaine sur vers où on veut aller, et une réalité économique présente où il faut faire vivre. Alors, pour autant, effectivement, ce changement des COMEX passe par un changement quand même de mindset. Alexandra, peut-être tu veux nous parler de ce sujet. Ça va dans le sens de ce que vous disiez. Là, ça rejoint ce que tu disais sur une personne sur 10 arrive à convaincre les autres. Il y a cette fameuse théorie là, de Malcolm Gladwell qui dit que 10% des gens actifs en fait, suffisent à faire basculer la majorité silencieuse. Donc effectivement, on se dit qu'il faut essayer de créer ce groupe de 10 personnes déjà pour inspirer les autres. Et je dis inspirer parce que ce qui est compliqué, je pense, dans les COMEX, c'est de se retrouver dans une démarche d'essayer de convaincre. Essayer de convaincre les autres, il n'y a rien de pire en fait, parce qu'on touche le cérébral. Et aujourd'hui, on voit bien que ça ne suffit pas. On sait tous qu'on dirige malheureusement de manière assez inexorable vers une catastrophe écologique, et pour autant, on est l'une des premières générations qui sait et qui fait comme si on ne savait pas. Donc effectivement, le cérébral, on voit bien ses limites. Et c'est vrai que moi, du coup, je le vois aussi à travers les clients avec lesquels on travaille, quand on essaie de travailler avec eux sur ces problématiques RSE, qu'on essaie de leur montrer des faits, ça ne marche pas en fait, ça ne suffit pas parce qu'on ne touche qu'une partie, alors que finalement on est certes un cerveau, mais aussi on a un cœur, on est des mains, on a un corps, et voilà, c'est avec tout ça aujourd'hui qu'on doit se mettre en action. Et du coup, il y a des nouvelles méthodes aujourd'hui, je trouve, qui sont hyper intéressantes, justement pour essayer de transformer ce mode de pensée. Parce que je pense en plus qu'on n'arrivera pas à imaginer des modèles d'avenir et surtout à créer des choses dont on ne peut pas s'inspirer dans le passé parce qu'elles n'existent pas, en essayant justement de transposer à des modèles du passé. Donc on a vraiment besoin de faire travailler notre imagination, notre intuition, de se mettre dans une espèce de reprogrammation de notre schéma de pensée, de refaire un peu un reboot de logiciel pour penser l'avenir. Et du coup, moi, si demain j'avais la possibilité de faire ça, le truc que je ferais, c'est de créer des expériences apprenantes. J'embarquerais tous les COMEX, par exemple, d'entreprises. Alors il y en a déjà qui le font. Donc des programmes de formation
Il y aura certainement d'ailleurs une urgence à le faire potentiellement à assez court terme. Donc des programmes d'information qui vont justement permettre d'envisager cet avenir de manière complètement différente et en essayant de sortir un peu du schéma, de plaquer des modèles du passé et essayer juste de les améliorer. Parce que je pense que ça ne suffira pas, en fait, on a vraiment besoin d'un changement qui soit profond. Et donc ces expériences apprenantes, donc, il y a plusieurs aujourd'hui écoles en fait, qui commencent à fleurir un peu partout. On en est encore qu'au balbutiement, mais je pense à l'Institut des futurs souhaitables qui fait un travail formidable depuis des années et qui, j'ai vu, dernièrement, ont monté aussi un programme qui s'appelle Devenir une organisation souhaitable. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont justement introduit de l'expérimentation dans leur méthode alors qu'ils étaient un peu plus dans le cérébral jusqu'alors. Donc il y a le Schumacher College qui existe en Angleterre et qui va se développer aussi en France, alors qu'il n'est pas Schumacher du nom du coureur automobile, hein, c'est un économiste du début du XXe qui avait écrit Small is Beautiful sur justement le fait de devoir décentraliser le pouvoir pour pouvoir vraiment agir en tout cas sur ce qui nous entoure, hein, sur le local. Le Schumacher College, donc il y a aussi EDEMI qui monte des formations en ce sens-là, le campus de la transition, il y a pas mal d'écoles et du coup ce qui est extraordinaire dans ces formations, qui peuvent être assez courtes, hein, ça peut être sur 5 jours, il y a l'espace totem aussi, c'est qu'on va à la fois travailler sur 3 dimensions de l'humain, que sont la tête, le cœur et les mains. Donc déjà la tête, c'est créer cette prise de conscience au travers de la connaissance, parce que ça on a besoin. Tout le monde n'est pas au même niveau d'information sur le rapport du GIEC, sur tout ce qui se passe, etc. Donc on travaille ça. Ensuite on travaille sur le cœur, parce qu'on a besoin en fait viscéralement d'y croire, hein, parce qu'il va falloir du courage, il va falloir de l'énergie pour effectivement mener ces actions. Donc on travaille sur le cœur par des méthodes d'appropriation qui peuvent recréer des formes de déclic, d'expérience, d'osmose avec la nature, de reconnexion avec des choses profondes aussi en nous. Qui peuvent parfois même s'approcher du développement personnel aussi. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal avec les spiritualités dans notre monde, mais on en aura peut-être besoin rapidement. Et puis on a la partie qui est la main, parce qu'en fait une fois qu'on a déclenché cette prise de conscience, il faut pouvoir outiller très rapidement pour donner ces leviers d'action et permettre à chacun de le mettre en place dans son entreprise. Donc il y a des méthodes de travail, alors que je ne connais pas parfaitement, même si je commence à m'y intéresser, mais comme la théorie en U d'Otto Scharmer, le travail qui relie de Joanna Macy, toutes ces méthodes de travail qui justement prennent le collectif pour remettre l'imagination et se permettre le droit de rêver aussi des solutions pour demain. Donc c'est sûr que ça paraît un peu utopique comme ça. En tout cas, il y a plusieurs entreprises qui l'appliquent déjà. À l'espace Totem, par exemple, ils accueillent Maison du Monde, Nature et Découverte, Le Roi Marin. Donc il y a des COMEX déjà qui vont faire des formations là-bas. Au Schumacher College, ça fait des années qu'il y a aussi plein de patrons d'entreprises, alors ils ne le disent pas forcément, mais qui vont vivre cette expérience-là là-bas. Et voilà, c'est vrai que... En tout cas, ça va dans le sens de ce que disait aussi Navi Radjo, qui considère qu'on ne peut pas inventer le monde de demain si on ne change pas ses modes de pensée. C'est-à-dire que c'est un prérequis, sinon on n'avancera pas en fait. C'est exactement ça. Et ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir à côté de ce changement de mindset, tous les outils dont on va effectivement parler et sur lesquels on va compléter, parce que la question que je voulais vous poser, c'est justement qu'est-ce qui aujourd'hui à la fois freine, mais qu'est-ce qui aujourd'hui peut contribuer à accélérer cette appropriation par les COMEX. Donc on a le mindset, mais on a d'autres outils. Patrice. Oui, maintenant, tout ce qui a été dit sur les COMEX est réel. Et c'est très contrasté en France, mais globalement c'est compliqué dans les COMEX, parce que d'abord il y a un facteur générationnel, donc on l'a dit, c'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes logiciels. Ensuite, les entreprises qui ont des taux de marge et des contraintes économiques qui font que systématiquement ça passe plus tard. Quand je parle de facteur générationnel, le nouveau président du groupe PSA, quand il est arrivé, ne connaissait pas le concept de développement durable du tout. Alors, il venait de Nissan USA, passage par Renault, et c'est vrai que c'était compliqué. Il pensait que c'était assurer une croissance qui durerait. C'est vrai que le mot anglais sustainable, supportable, c'est déjà plus éloquent. Et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger les choses? C'est les facteurs finalement extérieurs. Quand on a un COMEX qui, effectivement, n'a pas un président qui, lui, dès que le président pousse, c'est le cas dans un groupe comme Bouygues, c'est le cas dans un groupe comme Mobiliano Auto, Decathlon, comme on l'a vu
ce matin, Danone bien évidemment. Là, les choses sont extrêmement faciles. Par contre, quand ça ne bouge pas, quand les gens ont les yeux rivés sur le ROI, la RSE, c'est jamais du ROI. À part baisser les consommations d'électricité, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent comprendre. Il faut compter d'abord sur le conseil d'administration, qui lui, par définition, est beaucoup plus ouvert, n'a pas les mêmes stimuli financiers dans sa rémunération, dans son mode de pensée. Donc très souvent, les conseils d'administration, surtout quand, pour répondre à un certain nombre de règles et de choses qui sont appréciées par les agences de notation, on fait venir des ONG ou des parties prenantes un peu externes. Là, un conseil d'administration peut faire bouger les choses. Les investisseurs, même s'ils ne siègent pas au conseil d'administration, peuvent aujourd'hui poser les questions qui fâchent et amener les boîtes, à commencer par le directeur financier et le président qui assiste au roadshow, à un petit peu modifier leur logiciel. Et le dernier facteur, c'est les clients, les controverses sur Internet, donc je dirais toute une série de facteurs extérieurs où là, effectivement, ils vont commencer à bouger. On a beaucoup parlé de la marque employeur et du fait que les nouvelles générations étaient attirées par des entreprises qui leur offraient du sens, qui avaient un comportement vertueux. C'est plus long que ça n'en a l'air. Ce n'est pas encore un facteur véritablement aigu pour les DRH. Mais ça viendra. Alors on a aussi d'autres ressorts pour impliquer les COMEX dans ces enjeux. Peut-être Caroline, vous partagez aussi son expérience. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis tout à fait. J'aurais envie de rebondir, mais je pense qu'on va plutôt enchaîner du rebondir, du timing. Mais effectivement, il y a peut-être rebondir en disant ce qu'on entend beaucoup ici, c'est que finalement l'économie doit quand même avoir la primeur sur le reste, même parce qu'il y a cette réalité économique. Et je pense que là, il y a vraiment un biais cognitif en fait. Et il y a quand même cette croyance globale là, qui est partagée par encore trop de monde, justement, on n'a pas dû passer le 1 sur 10. De dire effectivement on ne peut pas faire l'un avec l'autre. Et pour moi, je pense que ça, c'est parce qu'effectivement il y a des enjeux d'imaginaire. Et avec ce sujet People, Planet, Profit, c'est vrai que souvent le développement durable, à l'origine, on l'a défini avec ces 3 cercles interconnectés. Et le problème de ces 3 cercles interconnectés, c'est que je peux pondérer un peu comme je veux. Et effectivement, j'ai toujours une bonne raison pour aller d'abord pour l'économique, parce que sinon je ne pourrais pas faire la suite plus tard. Et en fait, c'est complètement hors sol, en fait, ce type de représentation. Donc effectivement, avec des trucs comme ça dans la tête, ça limite notre capacité à envisager les transformations. Donc déjà, la première chose peut-être à agir aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, c'est pas 3 cercles interconnectés, c'est 3 cercles concentriques. Donc il y a une planète, ça c'est OK, on va pas déménager après-demain. Dedans, il y a des sociétés, et au sein de ça, de nos sociétés, on a élaboré des systèmes économiques qui sont là pour servir nos besoins humains, et les ROI sont... un dégât collatéral, si on peut dire, mais qui sont vraiment, c'est un moyen en fait l'économie. Donc c'est peut-être aussi d'avoir ce recablage-là qui est intéressant. Et puis après, je pense que le gros biais, et c'est là où j'ai peut-être envie de contribuer le plus, c'est, et ça j'ai mis vachement de temps à comprendre en fait, c'est qu'en fait on a aussi une pensée réductionniste, c'est-à-dire qu'on a découpé le monde en parties pour le comprendre. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est des super ingénieurs qui avons des spécialités infinies, mais on a perdu de vue cette capacité à relier en fait toutes ces compétences les unes avec les autres. Et donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est une société qui maîtrise le compliqué. C'est-à-dire que on est allé sur la Lune, et en fait, aller sur la Lune, en fait, c'est juste un gros calcul. Il faut bien se rappeler ça. Donc, on est hyper performant là-dessus. Et donc, on prend les problèmes, on les découpe, on fait venir de l'expertise, on fait une procédure, et après, on a le contrôle, et ça roule. Et effectivement, là, on peut faire de la planification, un rendez-vous dans 10 ans sera exactement comme on a prévu. Sauf que la réalité du vivant, c'est pas du tout ça. La réalité de nos sociétés humaines, c'est pas le compliqué, c'est le complexe. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque d'humilité, un vrai manque d'attention, un vrai manque de je sais pas quoi, qui fait qu'effectivement, on n'a pas conscience de ça. Et d'ailleurs, je dis aussi, parce que moi, je me disais, quand on a décidé d'aller sur la Lune, on a mis 8 ans à aller sur la Lune. Donc, une fois qu'on aura décidé de rester sur Terre, pas de problème, on mettra 8 ans à rester sur Terre. Mais sauf qu'en fait, il faut que, quand on décide de rester sur Terre, on prenne aussi
la capacité à gérer la complexité. Notre gros problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va gérer, coopérer dans cette complexité, en fait, qui fait qu'effectivement, on a de multiples objets qui vont bouger en même temps. Et la démarche avec laquelle je bosse, en fait, je pense qu'elle vraiment a cette valeur ajoutée là, c'est qu'elle permet de travailler, d'aborder la complexité de manière systémique. Alors, quand on dit des gros mots comme ça, on se dit, ah ben oui, mais tout le monde parle de la systémie, super. Mais derrière, ce qui ne va pas en général, c'est qu'on n'a rien pour rationaliser cette dimension systémique. Et là, en fait, si. Donc, ça ne vous donne pas la manière dont il va falloir tout faire aujourd'hui, mais ça va vous donner, en fait, un abécédaire. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est cet abécédaire, un langage commun, en fait, qui nous permet de parler de ce truc qui est le développement durable. Ça a vraiment été développé, cette démarche, il y a 30 ans, avec cette intention-là, de donner un langage commun qui permet à chacun de se dire « Ah ben tiens, quand on discute ensemble de développement durable, on peut contribuer notre intelligence parce qu'on a un truc qui nous permet de structurer toutes ces intelligences. » Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui nous manque, qu'on n'arrive pas à se dire non, on ne peut pas réfléchir avec le même logiciel des problèmes complexes que les problèmes compliqués. Et je pense que si on fait cette bascule déjà, on aura gagné ce qu'on va appeler sur des résolutions synergiques pour des problèmes, qui fait qu'on va avancer beaucoup plus vite. Mais on n'est pas encore à 1 sur 10. Et je peux rebondir. Bien sûr, Effectivement, je pense que le sujet de la complexité est un vrai sujet en entreprise, pas que au regard des problématiques de développement durable, mais particulièrement sur ces problématiques-là. Et je suis d'accord, complètement. Je pense que c'est quand même vraiment plus difficile de rester sur Terre en 8 ans, tous, à 7 milliards, plutôt que d'envoyer 2 bonshommes sur la Lune. C'est quand même pas exactement la même échelle, je pense, parce que effectivement, envoyer 2 bonshommes sur la Lune, c'est quelque chose d'assez prédictible finalement. Rester à 7 milliards sur la Terre, c'est quand même beaucoup moins prédictible. Donc la complexité, elle vient Parce que c'est la complexe, justement. Ben, quand même, enfin... Bon. Et alors pour en revenir au COMEX, à notre sujet des COMEX, je pense qu'on sort effectivement d'une époque dans laquelle on a eu une croyance dans les procédures, dans l'hyper-rationnel, dans le fait que si on avait des procédures suffisamment bien faites, qui couvraient un champ suffisamment large, eh ben on prévoyait tout, en fait. Et du coup, on diminuait beaucoup le risque, et puis on arrivait finalement à très bien gérer notre entreprise, avec relativement peu d'incertitudes. Or, on se rend compte dans les entreprises de plus en plus, que ce soit sur des sujets de sécurité par exemple, que c'est une totale illusion, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à faire toutes les procédures pour traiter tous les cas de figure. Et que donc, il faut effectivement penser différemment, et il faut plutôt, et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est une question d'éducation. Et c'est une question d'éducation des hommes et des femmes pour qu'ils acquièrent les bons réflexes pour prendre les bonnes décisions. Après, une fois qu'on a dit ça, eh ben, en fait, on est avec les hommes et les femmes qui sont là aujourd'hui. Et moi, je ne crois absolument pas au grand matin où on aura viré tous les vieux qui est remplacé par des jeunes qui seront bien formatés. Ça, il faut juste oublier ça, parce qu'on sera tous morts avant, en fait, y compris les jeunes d'ailleurs. Donc, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut croire qu'il existe une trajectoire réaliste pour entraîner cette économie conventionnelle dans une voie qui accompagne une transition plus globale. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire sans cette transformation, sans cette économie conventionnelle. Et donc, il faut aussi chercher à ne pas avoir des messages trop clivants et qui puissent permettre d'entraîner cette économie conventionnelle. Donc, des signes comme effectivement des entreprises qui deviennent entreprises à mission ou licornes, enfin, Maxime nous en parlera. Ça permet de changer un petit peu les logiciels. Et après, dernier élément là-dedans, pour faire le passage finalement entre cette génération qui croyait aux procédures et qu'on pouvait complètement dérisquer le monde, et puis finalement une génération qui serait plus formée pour prendre spontanément les bonnes directions, et bien, il faut trouver aussi des passages. Et là, on va tomber sur des trucs hyper pragmatiques qui font rêver personne, mais on va faire des calculs de retour sur investissement qui intègrent par exemple un prix interne du carbone et qui donc va valoriser objectivement un retour sur investissement, non seulement au regard de paramètres financiers, mais aussi au regard de paramètres d'empreinte carbone. Et donc, une décision, quand on a 2 investissements à comparer, l'un qui a une empreinte carbone plus élevée, on va artificiellement le rendre plus cher à l'investissement et donc moins rentable, de manière à favoriser l'autre. Donc ça, ce sont des outils un peu
d'État, hein, j'en conviens, qui s'appuie plutôt sur des modes de réflexion traditionnels, l'économie capitaliste traditionnelle. Mais on a besoin de ça pour opérer la transition avant que tout le monde soit bien formaté. Est-ce que ça ne pose pas aussi la question de la mesure, des indicateurs de mesure et de l'élargissement des indicateurs de mesure? Aujourd'hui, on mesure uniquement l'aspect économique et d'intégrer effectivement pas seulement l'aspect carbone, mais d'autres indicateurs plus qualitatifs. Il y a ça, et alors, du coup, en tant que coach d'intrapreneur, je vois beaucoup d'idées arriver qui sont toutes souvent très très bonnes hein, dans le fond et qui ont un vrai impact, qui peuvent avoir un vrai impact, mais à la question souvent quel est votre modèle économique, qui est une des premières questions qui est posée, j'ai à 90% la réponse, ce sont des gains d'image. Et ça, des gains d'image, alors de manière très très pragmatique, parce qu'effectivement, encore une fois, on est sur des notions de temporalité, il y a la vision à long terme, et puis il y a la vision très pragmatique à court terme. C'est-à-dire que si on veut commencer à changer, avoir des petits changements aujourd'hui, et donc pour moi, il faut se conformer, et c'est là où je te rejoins, il faut se conformer au mode de fonctionnement actuel. Du coup, il faut, à mon sens, pour pouvoir avoir la chance d'arriver au niveau COMEX, puisqu'on en était là dans la discussion, c'est comment arriver à atteindre le COMEX. Pour avoir une chance d'arriver au COMEX, il faut que chaque idée qui apporte un bienfait RSE puisse s'appuyer sur un modèle économique fiable, stable, solide, presque, j'allais dire, suffisant. Alors ensuite, c'est un petit peu la lettre au Père Noël, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais au moins qu'il y ait cette dimension qui soit systématiquement prise en compte. Je vais être un petit peu provocateur, mais je vais vous prendre un exemple que tout le monde va connaître. Yuka. Yuka, par exemple, c'est quelque chose, c'est une idée qui est formidable, une idée qui est vraiment innovante, c'est quelque chose qui a apporté quelque chose de nouveau. Malheureusement, je suis pratiquement sûr que cette idée-là, émergeant d'un collaborateur dans mon groupe, aurait eu pratiquement aucune chance d'arriver au niveau COMEX, parce qu'il n'y avait pas de modèle économique, en tout cas au début, tel qu'il avait été fait au début. Donc, c'est un travers de la société, des sociétés dans lesquelles on travaille, mais il faut réussir justement, à mon sens, à jouer avec ces règles du jeu-là pour pouvoir apporter ces petits changements. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça va trop lentement? Parce que on est ça, tous d'accord là-dessus, sauf que là, ça va trop lentement. Et que les choses vont beaucoup plus vite. Les entreprises vont se retrouver obligées d'accélérer les choses. Et c'est ça, et c'est que du coup, la difficulté aussi de ça, c'est que tu peux avoir un nouvel acteur qui arrive sur le marché et qui le disrupte complètement. Et du coup, toutes ces vieilles entreprises en fait, qui ont mis énormément de temps à essayer de changer par des micro-changements, risquent d'être balayées. Dans l'énergie, on le voit de plus en plus. On est en train de le voir, enfin aussi depuis quelques années dans l'automobile, maintenant dans l'aéronautique. Voilà, donc c'est aussi. Donc oui, je comprends effectivement, et évidemment, chaque petit pas compte et la politique des petits pas, elle est très importante parce que c'est déjà un signe d'action. Mais je pense qu'il faut avoir quand même une ambition. Là aujourd'hui, vu l'urgence qui arrive,